Salut Strogat, ça va? T'as un mannequin chez toi maintenant? C'est bizarre ce truc immobile devant le plateau de jeu de loi. Bah non, j'ai pas de mannequin, de quoi tu parles encore? Bah en bas dans ton salon, il y a un mannequin. Très bien fait d'ailleurs, on dirait une vraie personne. Mais je suis resté 5 minutes à l'observer, il a pas bougé. J'en ai déduit qu'il s'agissait d'un mannequin. Non mais j'ai pas de mannequin chez moi, attends. De quoi tu me parles? Viens, on va voir. Ah, mais c'est QT en fait. Qu'est-ce que tu fais là? Ça fait longtemps que t'attends. Ah bah salut les gars, bon je suis arrivé là il y a une petite heure et je réfléchissais au meilleur move là sur ce jeu. Il y a tellement de possibilités et ça m'a occupé un peu. Donc tu réfléchissais au meilleur move pour le jeu de loi. Tu es sûr que c'est lui le finaliste du tournoi? Il a l'air un peu spécial. Bon les gars là on y va parce que moi j'ai pas toute ma journée là. Vu la vitesse à laquelle il fait ses trucs, il a raison d'être pressé. Ouais, je dirais, on est parti. On reçoit QT dans cette émission. QT, c'est un joueur émérite, même s'il n'aime pas l'adjectif. Émérite dans le sens, c'est un joueur compétitif qu'on retrouve ou qu'on va retrouver souvent, à mon avis, bien placé dans les tournois. QT, on s'est connus lorsque on jouait à GOT, tous les deux, alors Game of Thrones, pardon. Mais tu as également une longue carrière de jeu derrière toi, bien au-delà du seul Game of Thrones. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais bah oui bah moi j'ai commencé au lycée en jouant à Magic. Alors c'était au tout début de Magic, hein, c'était les premières années de Magic, hein, la release et puis 3-4 ans comme ça quoi. Ah oui, on est au départ, quoi. Ouais, Waouh. ouais, on est au début. J'ai arrêté Magic quand j'ai terminé ma maths sup maths spé parce que ça jouait beaucoup à l'internat de maths sup maths spé à Magic et quand j'ai quitté pour rentrer à l'université, j'ai un peu laissé tomber Magic et j'ai remplacé les jeux de cartes par les maths pendant quelques années, hein. Et je suis revenu aux cartes par le Trône de Fer V1. Je sais pas si tu y étais toi Madus, il me semble qu'on s'est vu plutôt Non. sur la V2, ouais c'est ça. Totalement. Donc moi j'étais sur la V1 et puis quand la V2 est arrivée, j'ai saisi ça comme une opportunité puisque c'était la première fois que je pouvais m'investir dans un jeu de manière compétitive en démarrant le jeu, donc je trouvais ça voilà, et ça s'est très bien passé. On a pris énormément de plaisir pendant les 4-5 ans qu'a duré l'aventure. Et puis derrière, j'ai testé pas mal de jeux qui m'ont moins emballé, mais auxquels j'ai joué un petit peu comme le L5R, voilà. Et puis après, je suis revenu juste après le confinement sur Seven Fallen via Alan Stark qui m'a poussé un peu à essayer. J'ai bien accroché et donc voilà, donc j'ai fait l'aventure Seven Fallen quasiment en entier grâce à lui. Et puis voilà, et ça s'est terminé sur une finale contre lui au championnat de France. Où je pense que ceux qui y étaient se rappellent comment ça s'est passé. Et voilà, et là depuis j'ai essayé Flesh and Blood pendant 6 mois, ça m'a pas convaincu. Et donc là pour terminer là, comme ma chérie pour la première fois a accroché sur un jeu de cartes, alors même si je suis pas convaincu par l'Orcana, là je joue à l'Orcana avec ma chérie et mon fiston en attendant le mois de juin et la sortie de l'ultime TCG. Voilà. Et est-ce que tu peux nous dire là vite fait, rapidement, qu'est-ce qui justement t'a attiré pour l'aventure Dracarion? Toi, avec l'expérience que t'as justement sur tous ces jeux. Alors moi j'ai surtout l'expérience des gens qui sont derrière ce jeu de cartes quoi. Et voilà, je sais que EQ, hein, en particulier lui, je sais ce qu'il aime pas dans les jeux de cartes et c'est à peu près ce que j'aime pas non plus trop dans les jeux de cartes. En particulier, par exemple, les cartes Game Breaker ou la défausse aléatoire dans la main qui peut t'enlever la carte sur laquelle tu avais fondé tout ton plan de jeu. Et de savoir que c'est lui qui va designer, je me dis que ça ne peut qu'être bon pour le jeu. Voilà, tout simplement. Écoute, on reparlera spécifiquement de la défausse tout à l'heure. Justement, parce que je pense que tu es vraiment concerné sur ces petites cartes de défausse. Attends, parce que moi j'ai une question qui est très importante. Alors vas-y alors. Très important pour le Discord. QT, t'as quand même la réputation d'être un joueur plutôt lent. Ouais. Des gens qui ont assisté à tes matchs, bon, s'ils ne sont pas morts de vieillesse, pourront témoigner ou pas. Jusqu'où remonte cette réputation? Je sais pas, j'ai toujours réfléchi beaucoup pour
Voilà. Et en plus, plus que j'ai l'impression que ça me colle plus à la peau qu'autre chose, quoi. J'ai pas l'impression d'avoir été lent particulièrement sur Seven Fallen. Voilà. Mais bon, Donc, c'est quelque chose qui me colle à la peau et c'est oui, plus une réputation que quelque chose d'avéré, tu veux dire. non, non, je pense que c'est avéré, mais j'ai l'impression que ça a été amplifié. Très bien, ça marche. Eh ben Ok. écoute, justement, on va profiter que tu sois là, et pour une fois, on va aussi profiter de ton expérience. Et Madus, si tu le permets, je voudrais laisser à QT le privilège de pouvoir nous proposer un petit édito sur Dracarion aujourd'hui. Alors, quelque chose d'absolument pas préparé, allons-y. Ok, donc moi, si je dois parler de Dracarion aujourd'hui, je voudrais peut-être parler du prestige, parce que c'est une condition de victoire alternative qu'on n'a pas forcément, qu'on n'a jamais eu dans les jeux de cartes. Généralement, la condition de victoire alternative, c'est la meule, sauf que la meule, elle est dépendante plus du deck de ton adversaire, qui va construire un deck pour te meuler, que de ton deck à toi, qui de toute façon, voilà, tu peux toujours mettre une carte qui remélange de ta défaut, c'est tout. Et si un mec a un deck archi-meule, c'est pas deux cartes qui remélange qui vont te sauver. Et alors que le prestige, au contraire, c'est pas le deck de ton adversaire qui va faire qu'il va gagner au prestige, c'est ta façon de deck builder toi-même avec des cartes chères en prestige qui va faire que potentiellement tu vas perdre au prestige plutôt qu'au Rasboard. Et ça, je trouve ça très intéressant. Et en ayant des affinités pour Lokmar en ce début de Dracarion, je me rends compte que Lokmar monte très très vite en prestige. Hein. C'est pas rare que notre adversaire soit à 7 prestige à la fin du T1, hein, puisqu'il suffit d'avoir perdu Azazel et la 5e ombre pour être à 7, voire 8 si la 5e ombre était équipée. Et ça, je pense que c'est quelque chose dans le deck build qu'on n'a encore jamais vu et dont il faudra tenir compte par la suite. Alors bien évidemment, pour l'instant, on a vu trop peu de cartes pour savoir si ça sera difficile d'en tenir compte ou pas. Mais là, rien qu'à voir le starter Lokmar, on se rend compte que la défaite au prestige, à mon avis, c'est pas une défaite alternative comme peut l'être la meule, où c'est très 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 rare. À mon avis, la défaite au prestige, en particulier pour Lokmar, ça risque d'arriver beaucoup plus fréquemment, peut-être que le Rasboard. Oui, d'autant que c'est aussi une possibilité, ça rajoute une possibilité de jeu supplémentaire. On l'a vu justement avec la carte de Carthège, la pestilence dépravée, où il faut dépenser un point de prestige pour pouvoir jouer la carte. Donc ça rajoute aussi des possibilités de jeu et pas uniquement des conditions de victoire. Absolument. Ouais, et puis c'est vrai que lorsqu'il y a eu la mise à jour des starters, finalement, ils ont rajouté, on se rappelle tous, un peu de prestige à Lokmar. Peut-être pour amplifier ce que tu dis, QT. Je sais pas s'ils avaient placé le curseur où ils voulaient et que c'est les tests qui leur ont montré qu'ils n'étaient pas arrivés à faire ce qu'ils voulaient, mais en tout cas, ça a été amplifié par cette petite mise à jour des starters qui remonte à quelques mois maintenant, quoi. Oui, et c'est vrai que je repense justement à l'échange qu'on avait eu sur la construction des starters, des nouveaux starters. On voit que Tori et beaucoup de personnages ont repris des petits points, pas uniquement Lokmar, ont repris des petits points de prestige, et que le jeu était plus résolument poussé vers l'attaque, vers le combat, pour forcer les gens à aller à l'assaut. Et donc ça rajoute justement un petit peu cette notion, comme tu disais QT avant, là il faut le prendre complètement en compte pour une analyse de son deck, et pas forcément au deck de l'adversaire, mais comment nous on va construire, parce que si on fait un jeu avec que des persos qui coûtent 0 ou 1 de prestige, alors oui on va pas perdre au prestige, mais par contre on va pas gagner non plus. Donc à un moment il va falloir faire des choix. Absolument. Ouais, moi aussi, je pense que là, ils ont vraiment mis un curseur pour dire que la victoire au prestige, ça va pas être anecdotique. Et que la game va pas durer 18 tours parce que on a toujours un petit perso à la fin du tour et que l'adversaire aussi, quoi. Là, en Lokmar, clairement, et j'ai eu confirmation DQ, c'est que Lokmar, c'est un deck qui est censé être agressif et qui doit gagner en 4 tours, et que s'il arrive au 5e tour, il sera très très proche de la défaite au prestige, comme on a pu le voir contre Chris en demi-finale, et comme j'ai pu le constater sur mes autres matchs du tournoi. Et d'ailleurs, ma seule défaite n'est pas une défaite au Rasboard, mais une défaite au prestige contre Guy Lestel. Voilà. Alors, tiens, une petite question subsidiaire suite à ce que tu dis. Là, lorsque tu as un peu buildé ton deck pour le tournoi, tu as donc, j'imagine, compté le point de prestige que tu avais. Tu t'es fixé une limite ou c'était empirique?
Alors, j'ai pas du tout compté les points de prestige. Le tournoi de guerre des royaumes, c'était un peu, je pense, un tournoi découverte, donc j'ai mis les cartes que j'avais envie de jouer surtout, sans en tenir compte. Je pense que quand on va deck builder avec les cartes et pour un tournoi un peu plus où on a plus envie de briller et Oui. d'avoir un deck opti, là je pense que je compterai, mais c'est très difficile, ça sera aussi à l'expérience de voir. Parce que de toute façon, tu vas pas jouer toutes les cartes de ton deck, donc évidemment que tu vas pas te limiter à 20 points de prestige, 19 points de prestige pour être sûr de pas gagner. Mais par contre, voilà, j'ai commencé à me dire, en fait, là, en quart de finale, clairement, j'avais une cinquième ombre en main que je ne pouvais plus jouer parce que si elle était morte, j'avais perdu au prestige. Et j'ai commencé vraiment à réfléchir contre Chris. Je n'ai gardé que la cinquième ombre qui était là au setup et je n'ai plus d'autres cinquième ombre. Je n'avais pas d'autres cinquième ombre dans mon deck parce que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas me permettre d'en jouer une deuxième puisque ma priorité était de poser un Azazel très tôt dans la partie et que ça m'interdisait de poser une cinquième ombre le tour d'après parce que il représentait plus de la moitié de la défaite au prestige, quoi. Et donc voilà, donc j'ai commencé vraiment à me dire, bon bah voilà, là je vais remplacer, celui-là il coûte 2 de prestige, bon bah je vais peut-être en mettre un autre qui coûte 1, qui a un effet un peu moins fort, mais qui finalement, est-ce que le différentiel de 1 de prestige entre ces deux cartes, est-ce que ça ne vaut pas la petite différence d'effet voilà. Alors, bah écoute, ça tombe bien que tu en parles, donc je me permets d'enchaîner tout de suite sur la partie tournoi. Donc comme tu le disais, bon, tu as fait quand même un parcours plus que respectable, vu que actuellement, à l'heure à laquelle on enregistre l'épisode, tu es en finale contre Tekris. Donc tu joues Lokmar et lui jouera Carthège. Tu n'as eu qu'une seule défaite qui était donc contre Galus, et comme tu nous as dit, au Prestige. Est-ce que sur ce tournoi, déjà, comment tu as abordé le tournoi de façon générale? Et est-ce que ton deck, justement, comme on avait la possibilité de le faire, est-ce que tu as modifié ton deck depuis ta première partie des poules jusqu'à la finale? Est-ce que tu as changé à chaque fois ton deck? Est-ce que tu as modifié des choses? Et est-ce que tu as anticipé? Est-ce que tu as adapté ton deck à l'adversaire ou tu t'es dit non, c'est bon, j'essaie de me faire un truc le plus stable possible et de ne pas trop en dévier? Comment est-ce que tu as abordé le tournoi? Oui, alors au début, j'ai pris le starter et puis j'ai voulu me remettre en jambes puisque j'avais pas joué depuis quelque temps à ce moment-là. Donc, et le premier match qui était ma défaite, en fait, je me suis rendu compte que je n'aimais pas du tout la carte Galvan. Je trouvais qu'on ne pouvait jamais déclencher son effet. Et donc, pour 4 qui donne 4 de prestige, et je me suis dit, je vais plus jouer Galvan et je vais tester Azazel qui est un body un peu plus solide. Et même s'il donne. Voilà, il donne aussi 4 prestiges et il coûte 1 gold de plus, mais j'avais l'impression qu'il était plus. Voilà, il se posait plus là si je l'avais au tour 1. Je crois que c'est un choix pertinent et qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont pensé comme toi. Ouais. Et du coup, après, j'ai joué à peu près avec lui. Et puis après est venu le spoil de la succube. Et là, évidemment que j'ai voulu la rentrer, puisque je me suis dit. Voilà, je me rends bien compte que mes adversaires, pour tenir le coup contre Lokmar, ils vont dépenser beaucoup de cartes. Et donc, si je pouvais leur faire ne serait-ce que défausser une carte sur un tour clé, ça pouvait vraiment faire la diff. Et donc, j'ai rentré la petite succube un peu plus tard. Et comme je vous l'ai dit, en dernier lieu, après le quart de finale, où je me suis retrouvé avec une cinquième ombre en main, injouable à cause des 17 points de prestige de mon adversaire, j'ai décidé que la cinquième ombre devait sortir du deck, hormis celle qui arrive au setup. Et donc j'ai viré les cinquièmes ombres, voilà. Oui, d'autant que le deck est quand même assez bien construit pour que tu aies moyen de défausser sans utiliser forcément la cinquième ombre. Absolument. Et puis en plus, la cinquième ombre, elle a le défaut, qui n'en est peut-être pas un dans les starters qu'on avait en juin dernier, mais qui en est devenu un, c'est d'incliner ta bannière. Sauf que maintenant, ma carte préférée quasiment du pool incline également la bannière. Et donc, c'est un choix. Donc, j'ai préféré garder les events qui inclinent la bannière et me débarrasser de la cinquième ombre qui finalement, entre les manœuvres, les tourmenteurs et la carte qui défausse pour piocher, à mon avis, j'avais suffisamment de défausse en deck pour ne pas avoir à jouer la cinquième ombre et à incliner ma bannière pour ça.
Je peux peut-être juste rebondir sur un point, tu me diras si ça m'a échappé, mais quand tu parlais de la cinquième ombre et du fait d'incliner la bannière et que ça représentait un coût trop élevé pour toi au regard de ta carte préférée, c'est quoi? C'est finalement utile ou c'est une autre? Non, pas finalement utile. Finalement utile, pour moi, c'est un petit one shot dans son deck et si on l'a au bon moment, bah, c'est tant mieux parce qu'il faut quand même le mettre en place, faut quand même avoir à ce moment-là le bon pimpin à sacrifier et tout ça. Non, pour moi, la vraie bonne carte, c'est Offrande au nom de Lilith, qui a 2 effets en fait que je trouve vraiment dévastateurs. À savoir, bah, le premier, c'est j'incline ma bannière et je choisis un de mes personnages qui va gagner destruction, mettre un dégât au front, sachant que j'ai déjà des personnages qui mettent un dégât au front, donc ça voudrait dire que, par exemple, si mon démon meurt, il mettrait 2 dégâts où je veux au front, et ça peut être très fort. Et surtout, Offrande avec Lilith, c'est aussi une carte qui, quand on la défausse, on gagne un gold. Et ça, c'est assez magique, je trouve, parce que bah, vous avez l'opener traditionnel de Lockmar qui dit en action, vous défaussez une carte pour gagner un gold et piocher une carte, donc c'est déjà une 8 gold, 3 cartes, et si on a par bonheur cette carte-là en main, bah, ça deviendrait une 9 gold, 3 cartes, c'est exactement ce qu'on veut en début avec Lockmar. Et si j'ai Azazel en main, ça veut dire que je paye Azazel, et qu'il me reste quand même encore 3 gold, c'est-à-dire par exemple de quoi poser une beauté diabolique, invoquer une avant-garde pernicieuse, donc j'aurais posé 3 personnages ce tour-ci, et il me resterait un gold pour le tour d'après, ce que je trouve assez magique. Parce que avoir un gold en fin de tour, c'est déjà avoir plus de choix dans les manœuvres qu'on va choisir pour le tour d'après, tout simplement. Il y a quelque chose qui m'intéresse toujours grandement, c'est les manœuvres. Lockmar, c'est un royaume que je connais quasi pas. Est-ce que tu peux nous parler, t'as parlé de l'opener déjà, un peu théorique, enfin, je sais pas si c'est toujours Ce le même. monde est déjà neutre. Là, Voilà. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur les openers chez Lockmar? Est-ce que c'est 100% le même? Est-ce que tu t'adaptes? Enfin, c'est quoi un peu ta vision de la chose? Ouais, alors pour moi, c'est, disons, 98% le même. À partir du moment où en main, tu as une carte, dans les 6 cartes de main de départ, enfin une fois que tu as fait ton mulligan, tu as une carte qui se défausse pour un effet, tu vas ouvrir sur ce monde est déjà nôtre, puisque comme ça, tu pourras la déclencher. Et si tu as une deuxième carte, bah, tu déclencheras la 5e ombre en plus. Ce qui s'est passé contre Galus, et c'est aussi pour ça que je pense que j'ai perdu, c'est que après mon mulligan de 5 cartes, je n'avais toujours pas une carte à effet de défausse en main. Ah oui. Et du coup, j'ai ouvert sur le truc qui tutoie un perso chez les deux, sans faire le déploiement, juste pour avoir 8 gold quand même. Et j'ai eu que 2 cartes, et j'avais pas d'effet de défausse. Donc j'ai fait tout mon tour 1 sans effet de défausse. Et au tour 2, j'ai pioché 3 cartes effet de défausse, sauf que j'avais plus rien maintenant pour défausser. Enfin, donc ça a été totalement voilà, ça a été totalement contre-productif, et forcément ça m'a bloqué dans mon plan de jeu, ce qui lui a permis de prendre un avantage dès le début, quoi. Alors là, tu nous dis, c'est intéressant ce que tu nous dis, hein. Donc tu as ouvert sur le 8-2, dans le cas que tu cites. Sinon, ce monde déjà nôtre, c'est un 7-2 qui devient un 8-3 finalement, Absolument. quand tu arrives à faire son action. Donc pour toi, c'est important d'avoir les 8 gold dès le départ au T1 avec Lockmar. Ouais, je pense que ouais, c'est important. Enfin, faut avoir au moins autant de gold que l'autre. Donc comme on se dit que l'autre va en avoir 7 ou 8, ben, toi tu fais en sorte d'en avoir 8. Et c'est pour ça que si jamais en plus tu as le fameux offrande au nom de Lilith en main, bah, tu sais que tu vas en avoir plus que l'autre, quoi. Et même si l'autre ouvre sur le sud éclos, ouais, ok, bah, on aura tous les deux 6 gold, ce qui me dérange pas trop, puisque encore une fois, si moi, pour 6 gold, je pose un démon, une beauté diabolique qui va aller chercher une avant-garde, par exemple, je pense que lui en face avec ses 6 gold, il peut pas faire mieux que ça. Bah justement, donc là tu nous parles de ton opener à toi. Les openers des adversaires, ton expérience, ta constatation, c'est que c'est souvent un peu du ravitaillement, donc qui va chercher pareil de l'or et de la pioche, ou on peut aussi avoir du déclos, des choses. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont étonné en opener adverse? Non. Gilles Estelle, c'est 100% reconquête, je pense. Carthage, je pense qu'ils vont vouloir toujours commencer à mettre un
un petit squelette dans leur défausse, donc ils vont ouvrir sur je sais plus combien, mais le truc qui met un squelette dans la défausse. Wasteland, c'est un peu plus polyvalent, mais je pense que pour l'instant, ils ont pas forcément de bon opener. Et Tyrastine un peu aussi, donc ils vont choisir un opener neutre. Pour l'instant, ils ont que le 5-1-1. Temps propice à la récolte. Temps propice à la récolte, voilà. Ouais. Voilà, en demi-finale, j'avais dit à Chris le week-end d'avant, je lui avais dit je te promets de pas blanchir le T1. Parce que, Mais tu sais que c'est un vrai sujet, ça. Enfin, moi, je trouve. Hein. Ouais. Je trouve que c'est un vrai sujet parce que c'est une prise de risque énorme, quoi. Enfin, En fait, le truc, c'est qu'ils ont pas grand-chose pour l'instant. Évidemment que je pense que ça va sortir dès que les cartes seront sorties. Là, ce qu'on leur propose à côté, c'est pas forcément... Enfin, je veux dire, le tuto de perso, tu veux être plus polyvalent un peu plus tard dans la partie, par exemple pour Tyralcine. Voilà, donc après, tu peux ouvrir avec le 8-2 sans aller chercher le perso pour avoir 8 gold et 2 cartes, mais c'est un peu triste. En fait, c'est dommage sur ce tournoi-là, c'est dommage de blanchir T1 parce que en fait, les gars qui n'ont pas encore un opener de faction vraiment pertinent, faut au moins leur laisser le 5-1 qui fait un peu la même chose que toi, sauf que tu n'auras pas ton petit effet bonus propre à la faction. Si tu commences à blanchir le T1, je trouve que c'est un peu difficile. Voilà, donc, et en plus, je savais déjà que Chris ouvrait là-dessus, donc je lui avais dit, vas-y, ouvre là-dessus, et on va pas gâcher la demi-finale dès le T1, quoi, tu vois. Donc, bon, c'est propre, c'est beau. Non, mais je pense vraiment que voilà, le but de ce tournoi, c'est aussi de montrer, de mettre en avant le jeu, pas de mettre en avant le j'ai perdu sur la manœuvre, quoi. Surtout sur une manœuvre qui, à mon avis, ne sera plus du tout jouée dès qu'on aura les cartes sorties. Parce que justement, comme tu le dis, c'est un trop gros risque, quoi. Oui, je voulais rajouter un petit truc par rapport à l'expérience que j'en ai eue sur ce tournoi et même avant, en jouant en Westland. Moi, la majorité de mes adversaires, que ce soit Lokmar ou non, justement, ont eu tendance à jouer le Nord éclos pour venir tuer l'elfe dès la sortie de manœuvre. Donc la personne n'avait que 6 gold, mais moi j'avais plus que 2 persos sur table. Donc c'est vrai que généralement on m'a plutôt joué ça. Sachant que le temps propice à la récolte, tu disais il sera plus joué, je sais pas trop, parce que c'est quand même une carte qui, en manœuvre tour 8 par exemple, peut te permettre de te refaire ta main ou te sauver les miches. Donc je me dis pourquoi pas la laisser à la fin. Alors, je suis d'accord avec toi, sauf que imagine que et le blanchiment sera joué, et imagine que ton adversaire n'a juste eu aucun moment de se dire là c'est vraiment bien que je blanchisse. Donc du coup il va se le retrouver avec son blanchiment au tour 8, et là si toi tu te retrouves avec ton 5-1 au tour 8, bah t'es comme un con, lui avait pas du tout prévu de te blanchir ça, sauf que c'est un fait, il te le blanchit, et là t'as 5-1 et tu perds la game certainement, même si une partie en gros va jamais aller au tour 8, quoi. Je pense pas qu'une partie aille au tour 8, mais je dis que c'est un risque qui peut être pris, parce que si la personne a mis un blanchiment dans son deck mais ne l'a pas joué avant le tour 8, c'est qu'il y a eu quelque chose quand même. Ouais, alors après, bon, moi, quand on voit la qualité des manœuvres, je pense que tout le monde trouvera son bonheur en manœuvre. J'imagine mal cette manœuvre jouée. Moi, je pense pas que je la jouerai. Hein. Voilà, je trouve qu'on trouvera toujours 4 manœuvres ravitaillement plus intéressantes que celle-là. Après, voilà, pourquoi pas. Hein. Je sais pas. Ok. Alors, je voulais te poser aussi quel est ton regard sur les 2 autres manœuvres spécifiques du royaume de Lokmar. Qu'est-ce que... Alors, déjà, il y en a une que je joue pas. Ah, très bien. Celle qui donne 5-2, tu défausses 1 pour pinguer 3 dégâts. Je trouve que 5 gold, c'est pas assez. Et en fait, comme je joue pour le moment le Nord éclos qui met 2 dégâts pour 6 gold, et si vraiment j'ai besoin de mettre 3 gold pour finir une game, j'ai Horde d'Assassinat qui mettrait d'eux-mêmes les 3 dégâts, mais ça serait pour clore la game, donc je m'en fous du gold affiché. Ouais. Je pense que je m'en passe parce que au niveau des manœuvres tactiques, autant au niveau des manœuvres ravitaillement, on a du mal à les remplir les 4, autant au niveau des manœuvres tactiques, j'ai déjà du mal à n'en remplir que 4, quoi. Donc voilà, celle-là je ne la joue plus. Et ensuite il y a l'autre manœuvre ravitaillement, donc celle-là je la joue parce que pour l'instant il n'y a rien qui me botte plus en ravitaillement, mais je ne l'ai jamais révélé pour l'instant. Ah oui. Ouais, parce qu'à partir du tour 2, je pense qu'on part plutôt sur de la tactique. Je me permets justement de rebondir en rapport au Grand
grandir dans leur souffrance. Là, justement, celui qui ping 3, je me disais, alors j'ai pas du tout d'expérience dans Lockmar, mais de le jouer sur du Lockmar qui doit être agressif, justement en défaussant par exemple un fanatique qui rajouterait encore un de ping, ce qui fait que sur une manœuvre tu peux coller 4 dégâts, donc virer un perso sur table, 4 dégâts c'est quand même beaucoup, ça me paraissait assez fort pour un deck aggro. Absolument. Sauf qu'il y a le blanchiment qui existe, et le mec qui le sent, en fait, si tu joues Horde d'Assassinat ou le Nord Éclos, bah tu vas avoir 6 gold, et l'autre en aura que 5. Donc tu auras un gold de plus, donc tu auras blanchi ta manœuvre, il aura rien fait sur sa manœuvre que de blanchir la tienne, et tu auras un gold de plus pour le tour, alors que si jamais tu joues ça, tu te mets à égalité avec lui au 5 gold. Et encore une fois, Lockmar doit gagner vite, donc il doit prendre des avantages dans les premiers tours. Et donc je préfère vraiment assurer 6 gold chaque tour que de risquer d'avoir une 5 de blanc. Si l'autre en face il a 5, bah lui il va juste passer un tour plus tranquille, il va se rapprocher, il va monter un peu en prestige, et c'est tout ce que demande un adversaire de Lockmar, c'est de monter en prestige en passant un tour un peu plus tranquille que ce qu'il aurait pu. Vu ce que tu me dis, est-ce que je lis bien, est-ce que je te comprends bien si je dis qu'en gros, toi, le récolter les informations, là, le blanc qui te servira à rien, dans la mesure où tu dois gagner en 4 tours? Absolument, moi je le joue pas, mais je pense qu'un mec qui affronte Lockmar, il est mieux s'il l'a qu'il s'il Ouais. l'a. Comment tu réagirais si au tour 1 justement on te blanque ta manœuvre, ce monde est déjà nôtre? Parce que donc tu aurais 7 d'or, pas d'effet, l'adversaire aurait 6 d'or du coup. Ouais. Comment tu réagirais? C'est parce que ça t'empêcherait justement Très de content. défoncer et de lancer ta machine, Alors, on va dire. si jamais j'ai mon offrande à Lilith en main, je suis très très content. Je déclenche immédiatement la 5e ombre, j'incline ma bannière, je gagne un gold, j'ai 2 gold de plus que lui au terrain. Je pense que je peux clore la game T2. Ok, non, bah tu Ça, c'est fait. Non, mais c'est Voilà, là où mais c'est intéressant, justement. Ouais, si t'as, enfin moi personnellement, il y a quelques cartes que je garde en main systématiquement, et mon offrande au nom de Lilith en fait partie. Moi, ce que je veux en T1, ce que je cherche, c'est un Azazel, 2 encore mieux puisqu'on peut le défausse pour augmenter une stat, la beauté diabolique et mon offrande avec Lilith. C'est vraiment les 3 cartes que je rêve à avoir en main de départ. Généralement, si j'ai pas offrande avec Lilith, je vais quand même en garder une qui a un effet de défausse pour pouvoir déclencher ma manœuvre. Mais voilà, c'est vraiment ces cartes-là que j'ai envie d'avoir au terme. Bon, QT, selon toi, Horde d'Assassinat, il est auto-include ou pas? Je pense que oui, que Horde d'Assassinat est auto-include, en tout cas en Lockmar, parce que alors plus pour l'effet des 3 dégâts que pour l'effet de l'assassinat, parce que si t'en es à Horde d'Assassinat en Lockmar, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est pas bien passé. Si le gars, il a gardé 3 persos sur son board, dont un que t'as vraiment envie d'assassiner, c'est un truc qui est un peu, à mon avis, c'est problématique. Donc la plupart du temps, ce qui va se passer, c'est que tu vas vouloir les 3 dégâts, et Horde d'Assassinat, il est plus fort en gros que la manœuvre de Lockmar, parce que ça te donne 6 gold. Si tu fais l'effet, tu auras 4 gold, mais tu auras fait l'effet et tu auras quasiment clos la game. Et si tu te fais blanquir, bah, tu auras un gold de plus que sur la manœuvre Lockmar. Tu as toujours quand même le potentiel de l'assassinat. Je l'ai utilisé dans le tournoi. En fait, l'idée, ce que tu peux faire, c'est t'acharner. Tu vois que le mec pose un gros, et en fait, tu vas aller t'acharner sur les 2 persos d'à côté sans les tuer. Tu les laisses à 1 de la mort. Et surtout, tu vas pas les pinguer. Tu les laisses à 1 de la mort. Et là, tu lances l'assassinat. Et du coup, le mec, s'il blanchit pas, tu tues son gros. Et là, il a 2 persos à 1 de la mort. En Lockmar, c'est... ça risque de faire mal. Voilà. Alors, je vous propose de passer maintenant au spoil. Notamment une carte qui pour moi est assez forte, du coup tu m'en diras tant. J'ai vu que tu l'avais utilisée sur ta demi et qu'elle avait fait son petit effet. Justement, c'est la Tentatrice Perfide. Donc, carte Lockmar Succube. Madius, est-ce que déjà tu peux nous faire, comme d'habitude, une petite présentation de la carte? Et ensuite, QT, nous détailler comment est-ce que toi tu la joues. Alors, notre Tentatrice, c'est un personnage non nommé qui coûte 2 à mettre en jeu. C'est une 1-1-4 qui rapporte 1 de prestige. Tu viens de le lire, elle est Lilith et Succube. Elle a 2 effets. Elle a un déploiement. Un joueur se défausse d'une carte. Elle a un deuxième effet.
Réaction à la fin d'un combat dans lequel ce personnage était combattant, infliger un dégât à un personnage au front. Quoi dire de plus? Au moment du reveal, je me rappelle Swarmil qui dit c'est pas un peu fort ça? C'est un visionnaire. Hein. Ouais. Un génie. Ouais. Et oui, effectivement, c'est très très fort. De toute façon, la défausse, c'est très très fort. Même si c'est une défausse choisie par le joueur qui se fait défausser, ce qui est à mon avis la seule défausse qui a un sens dans un jeu de cartes, c'est quand même très fort. L'idée, c'est de ne pas la jouer au début, hein, plutôt au T3, quand on commence à être un peu short en cartes. C'est ce qui s'est passé contre Chris. En fait, il n'y avait plus que 3 cartes en main, donc je la joue, et en fait, je la patte parce qu'il a à ce moment-là, son comment il s'appelle, il avait son Godric prêt à taper. Godric prêt à taper, et il venait de passer en fait son tour, parce que pas définitivement, mais il venait de passer pour voir ce que j'allais poser avant d'aller taper un mec qui était déjà incliné. Et là, du coup, je me dis bon, je la pose, tu défausses une carte, sans surprise, il vient me la taper. Voilà, c'est surtout l'effet que tu as fait avec qui a retourné, je pense, vraiment la game. Parce que du coup, moi, mon plan de jeu, c'était immédiatement qu'en main, j'avais déjà l'event qui va dire quand un personnage meurt, il remonte dans votre main à la place, et donc je joue ça immédiatement, je le récupère. C'est la Légion Invincible. Après, je rejoue la succube qui lui refait défausser une carte de sa main, et donc il passe de 3 cartes à une carte en main à cause de cette petite succube. Elle est vraiment très forte, et c'est vrai que le fait qu'il y a un effet fort sur une carte qui ne coûte entre guillemets que 2, dans le cadre où, comme tu dis, tu peux la reposer, c'est beaucoup plus fort que si elle avait coûté 4, je veux dire. Absolument. Et avec des stats à adapter, je veux dire. Ouais, et mine de rien, elle a un effet. L'autre effet n'est pas anecdotique, parce que souvent tu vas réussir à le déclencher une fois. Différemment de Galvan, qui est, bizarrement, il suffit qu'elle survive, alors que pour Galvan, il faut que l'autre meure. Et c'est beaucoup plus difficile de faire en sorte que l'autre meure, parce que l'autre, l'adversaire, c'est ce qui va se passer. Et il va faire en sorte d'être un de la mort, même si après il sait qu'il se fera ping, au moins t'as pas l'effet de Galvan. Et alors que elle, il faut qu'elle survive. Donc soit le mec vient taper dedans avec un gars qui tape à 4, auquel cas ça me va, puisqu'il prend son gros pour aller taper ma petite, et donc il ira pas taper ailleurs. Soit il n'a pas de mec qui tape à 4, ou il choisit de ne pas le faire, et en quel cas moi je vais aller taper quelqu'un qui ne réplique pas à 4, c'est-à-dire à peu près quasiment tous les persos du jeu, et je vais pouvoir faire mon effet derrière. Et donc on va pouvoir déclencher l'effet une fois avant qu'elle meure. Et c'est vrai que, en plus que le fait que la carte soit déjà magnifique, hein, encore une fois, je la trouve quand même très belle. D'ailleurs, Chris l'a mise c'est son avatar maintenant, je sais pas si vous avez remarqué. Il est devenu aussi. D'abord, quand tu la joues, tu dis que je joue Chris. Tu la poses. Mais c'est vrai qu'elle a quand même son double effet qui se coule, donc comme t'aimes bien Madus, elle peut faire 2 choses à la fois. Et cette carte, j'ai l'impression, quand même, vu qu'elle n'a un coût que de 2, pour l'effet qu'elle a, pour moi, elle peut être inclue dans également beaucoup d'archétypes et de decks Lockmar. On verra ce qu'on a comme carte effectivement avec le corset, etc. Mais de base, je la trouve déjà très très forte pour 2. Je pense qu'elle pourra toujours faire son petit effet, elle sera toujours intéressante. Et on peut la jouer, pas forcément dans des decks limites, mais d'autres. Un autre point qu'on n'a pas abordé avec la tentatrice perfide, c'est à propos de son deuxième effet. Il est juste écrit infliger un dégât à un personnage au front. C'est-à-dire qu'on peut également infliger un dégât à un de nos propres personnages pour l'achever ou pour activer quelque chose peut-être plus tard. Du coup, on va passer aux 2 autres cartes spoil de Lockmar lors de la dernière news, qui sont Maniae et son event associé des affaires plus urgentes. Le spoil de Maniae est également accompagné d'un petit paragraphe de lore qui nous donne plus de détails sur cet étrange personnage. Ce n'est ni un démon, ni une guerrière des clans du Nord, comme ceux qui composent majoritairement l'armée de Lockmar, et ses origines demeurent mystérieuses. Cependant, on nous la présente comme une combattante féroce, aux limites de la folie, spécialisée dans les attaques surprises. Et celle qu'on surnomme aussi l'âme damnée de Galvan est entièrement dévouée au général des armées démoniaques. Elle est prête à exécuter n'importe lequel de ses ordres. D'ailleurs, il est à noter qu'elle n'a pas juré fidélité à Lilith, mais bien à Galvan directement, qu'elle considère également comme son maître. Il est précisé qu'elle fait ses propres choix et que son destin n'est pas de servir, mais est-ce qu'une personne subjuguée et à moitié folle est vraiment en mesure de contrôler son avenir ? On verra bien. D'ailleurs, son attirance pour Galvan ne serait-elle pas, éventuellement, le fruit d'une malédiction lancée directement par Galvan ou Lilith ?
Nous attendons la suite avec impatience, mais d'ici là, Madus, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette carte? Magnier, c'est un personnage qui est nommé, qui coûte 3 à mettre en jeu. C'est une 4-1-5. Donc elle est âme damnée de Galvan, c'est son sous-titre. Elle rapporte 2 de prestige. Elle est capitaine et Lilith. Son déploiement, c'est mettre un personnage Lilith que vous contrôlez dans la main de son propriétaire pour défausser une carte. Des affaires plus urgentes, ça c'est un événement, il coûte 3. Il est Lilith et Ordre, et on a un choix. Premier choix, c'est une action. Retirez de la partie un personnage que vous contrôlez à la fin du tour, mettez-le sur l'une de vos lignes. Le deuxième choix qu'on a, c'est réaction lorsque cet événement est défaussé. Cherchez Galvan dans votre deck et mettez-le dans votre main. Ouais, pour l'instant, je suis pas convaincu parce que, mine de rien, Maniae, par exemple, elle va remonter en main un perso. Donc elle coûte déjà 4, elle, c'est ça? Elle coûte 3. 3, elle coûte 3. Et après, il faut reposer le perso. Donc en fait, c'est ton tour, Maniae. Tu joues Maniae, tu remontes un perso qui coûte 3 ou 4, et en gros, t'as épuisé tout ton gold. Faut bien prendre conscience qu'à Dracarion, la ressource, c'est le gold. Je pense que vous allez avoir beaucoup plus de mal à gérer votre gold qu'à gérer vos cartes en main, puisque vous allez toujours avoir des effets de pioche, des manœuvres qui piochent, alors que le gold, le moindre gold dépensé, gagné ou perdu, ça sera super important. D'accord. Alors, par rapport à ce que tu dis là, justement, Maniae, c'est quand même, elle a un body de 4-1-5, qui est quand même pas mal, et elle coûte 3. Avec ce qu'on a dit juste avant, si avec Maniae, tu ramènes la tentatrice, du coup, pour la rejouer et impacter directement du coup, la main de l'adversaire, pour plus que tu aies un peu utilisé la tentatrice avant pour faire ses effets, est-ce que ça ne devient pas intéressant pour 5 gold d'avoir ce body-là? Oui, absolument. Après, il faut avoir les dents en main. Après, pour moi, 5 de défense, ça me paraît... C'est pas énorme, en réalité. Il y a vraiment un gros gap entre les personnages qui ont 5 de défense et les personnages qui ont 6 de défense. Et oui, d'ailleurs, on l'a vu avec le changement du starter Lockmar. Voilà. Par exemple, les personnages qui sont passés à 6, d'un coup, ça a changé toute la façon de jouer. Absolument. Et par exemple, si vous regardez alors un spoil un peu plus d'avant, c'était le démon qui inclinait un perso en face, inclinait un perso qui Totalement, coûtait 3 ou moins. Ouais. Et lui, il a que 5 de défense. Et je l'ai testé. Et en fait, le fait qu'il ait 5 de défense et qu'il ait déjà un coup élevé parce qu'il a un effet fort, en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment trop faible, en fait. Il me semblait très fort. Et en fait, son 5 de défense plus son 4 de gold le rend, à mon avis, un peu faible. Même s'il incline en face. Je pense. C'est marrant ce que tu dis parce que j'ai eu le même constat que toi. Moi, je suis resté sur il semble très fort. Par contre, je te donne mon impression jusqu'au bout. On a fait une game ou deux de test. C'est justement contre Strogat. Et le problème, c'est que c'est pas un jeu à réserve. Tu tombes contre JLSL, tu vas pas m'incliner les masses. Tu tombes contre Tiracine, c'est cool. Des persos qui ont 3, tu vas pouvoir en incliner. Contre JLSL, tu vas un peu tirer la gueule, quoi. Absolument. Et voilà. Et donc contre JLSL, tu vas incliner un golem. Et derrière, le mec va venir te le défoncer, puisqu'il a que 5 de défense. Il va possiblement te le défoncer en one-shot. Ou lui laisser un PV et venir le tuer avec son projectile, ce qui c'est quasiment pire. Voilà, donc non, 5 de défense, faut vraiment se méfier des persos qui ont 5 de défense. Souvent, si un perso a 5 de défense et que l'autre a 6 de défense, et que tu trouves que l'effet de celui qui a 6 de défense est un peu plus faible, il est peut-être... voilà. C'est peut-être une raison, et il tiendra peut-être un peu plus longtemps sur la table. Par exemple, celui qui est maintenant 2-2-6 en Lockmar, qui était 2-2-5 avant, lui, depuis qu'il est 2-2-6, quand tu le poses, ça plaisante pas, quoi, en réalité. Tu sais que t'as un body qui va rester, et voilà. En plus, il y a l'effet de défausse pioche, qui est toujours intéressant. Mais lui me plaît beaucoup plus, par exemple, que Maniae ou que ce démon qui incline. D'accord. Et alors, si on laisse de côté Maniae et qu'on parle des affaires plus urgentes. Eh ben, les affaires plus urgentes, le problème, c'est que ça tuto Galvan. Et que moi, j'aime pas Galvan. Donc, si tu ne joues pas, ça sert à rien. Absolument. Alors, faut quand même se méfier. Alors, bien évidemment, si on te disait tuto un personnage qui coûte 5, là, je pense que ça serait auto-include, parce que tu auras toujours un personnage qui coûte 5 intéressant dans ton deck, je suppose. Mais là, le fait que ça soit Galvan, donc il faut quand même jouer Galvan. Maintenant, attention, il est possible que tu ne le joues jamais pour le défausser, mais pour son effet. Et peut-être qu'à un moment donné, quelqu'un d'inventif, un marquis de swag par exemple, te trouve
des techniques d'utilisation de cet event qui en fasse l'event le plus fort du pool, quoi. Faut vraiment se méfier, hein. Je pense que voilà, hein, ça veut dire qu'on refait le déploiement, qu'on soigne totalement le personnage, qu'on possiblement le change de ligne, hein. Ça implique beaucoup de choses, quoi, cet événement. Donc j'aurai toujours en tête que cet événement existe quand je builderai. Ok. Oui, sachant qu'on pourrait le mettre dans un deck en mettant. Si on tourne autour, à la limite, on ne met qu'un Galvan dans son deck, au cas où, pour aller le chercher si jamais, mais après, on l'utiliserait principalement pour son effet d'action principal. Absolument. Mais faut pas se voiler la face. Il y aura peut-être des decks, enfin, il y aura certainement des decks Lockmar Sûrement. qui ne parleront jamais de défausser une carte. Et cet événement, le premier effet pourrait être fort en lui-même et on s'en foutrait de la deuxième ligne dans ce deck-là. Juste pour enrichir un petit peu ce qu'on s'est dit, on rappellera aussi aux gens qui nous écoutent qu'on est sur un jeu vivant où les personnages vont aussi avoir plusieurs vies entre guillemets et il a déjà été annoncé qu'il y aurait d'autres versions de Galvan. Donc si ce Galvan là est pas bon, peut-être qu'un autre Galvan sera Tout à fait, meilleur. parce que c'est juste le nom. Donc Voilà. un autre perso qui s'appelle Galvan peut être rapatrié, peut-être qu'après on aura des persos Galvan. Moins cher, plus cher ou plus ou moins intéressants. Absolument. Voilà. Et ça se trouve, on jouera l'opener Lockmar, on le mettra dans ses manœuvres de ravitaillement, pas pour le jouer au T1, mais pour jouer quand on a Save It Event, juste pour aller chercher notre nouveau Galvan. Et ça sera la seule carte qui défausse dans notre deck. Et ce sera juste pour être sûr d'avoir un Galvan en main au moment opportun. Voilà. Enfin bon. En tout cas, c'est une carte qui ouvre énormément de possibilités. Pour l'instant, le seul Galvan qui existe, moi, il ne me plaît pas des masses, mais effectivement, il y aura certainement Galvan a l'air d'être quand même la figure emblématique Lockmar, donc je ne doute pas qu'on en aura très vite un ou deux nouveaux, et je ne doute pas que peut-être qu'un me fera de l'œil. Alors moi, je vais te poser une question sur une carte, si tu veux bien, une carte qu'on n'a jamais vue, je pense, en jeu, mais qui est dans les spoils officiels, qui s'est fait il y a quelques temps. Et je la trouvais, je trouve que c'est un bel effort de design, c'était la 9ème ombre. Je sais pas si tu te souviens ou si je te rafraîchis la mémoire. Ah, c'est le truc qui vole un perso, là, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et je voulais savoir si tu t'es au moins posé la question pour le mettre quelque part, ou si tu te dis, bon non, on n'a pas assez de matériel pour faire un truc autour de ça. Elle est en x1 dans mon deck. Voilà. Je sais pas si je la déclenche un jour, parce que c'est... ça veut dire que c'est en gros tout ton gold du tour qui y passe, hein, Clairement. voilà. Mais ça reste une... alors c'est quoi? C'est 2-1-2? Ouais, 2-2, totalement. Ça reste une 2-1-2 pour 1. À un moment donné, il te reste 1, il reste un petit perso en face. Potentiellement, le mec dit il lui reste un gold, il peut plus rien faire. Et faut jamais se dire ça contre Lockmar, je pense. Hein. Ne jamais se dire il lui reste un gold, il peut plus rien faire. Avec un gold, tu peux jouer l'event qui défausse pour piocher, poser l'avant-garde pernicieuse et poser lui à côté, et ça te fait 4 d'attaque. Hein. T'as sonné la retraite, tu peux avoir sonné la fin de ta vie là. Sachant que la 9ème ombre ne peut être jouée, ne peut être posée sur le table que si chaque adversaire a au moins 2 personnages. Ah oui, ils ont changé le wording. Oui, donc tu peux pas le faire si l'adversaire n'a qu'un perso. C'est vraiment à prendre en compte, hein, ça peut te changer la façon de faire. Ils ont changé le wording, parce qu'avant, je pense que tu pouvais le déclencher que si l'adversaire avait 2, mais tu pouvais toujours le poser. Ok. Bon. Mais ça reste un petit perso qui coûte... Et puis 0 de prestige, hein. Au pire, on te le bute, mais... Voilà. Ouais. Enfin, moi, je les fois, hein. Je me dis que peut-être qu'un jour... contre un mec qui a... En fait, c'est très fort avec la succube, puisque si tu vides la main du mec et qu'après tu voles un de ses 2 persos... Il pleure. C'est vrai. Oui. Voilà. Ça arrive là. Mais voilà, c'est un one-shot. Hein. Je me dis, je vais pas blinder mon deck de ça. Si je l'ai et qu'un jour... voilà. J'ai pas envie d'en avoir 2 en main, c'est sûr. Ouais, clairement. Est-ce que tu t'es aussi posé la question, alors je sais qu'on n'a pas trop de matériel, mais Persia, qu'est-ce que t'en penses, toi? Donc, Persia, pareil, elle est en x1 dans mon deck. Ah, elle est en x1. Bah oui, mais en fait... Pourquoi elle est en x1 dans mon deck? Parce qu'il existe... Elle a 6 de défense, c'est ça? Déjà, et surtout parce qu'il existe une carte en Lockmar qui s'appelle la beauté diabolique et qui dit allez chercher une carte dans votre deck et défaussez-la. Et du coup, admettons qu'à un moment donné, j'ai beauté diabolique en main et pas d'autres persos, et que j'ai mes 6 golds du tour, bah, je joue ça, je vais chercher elle, je la défausse, je la mets en jeu, et du coup, pour 6 golds, j'ai posé 2 body en une action, dont un qui tape à 4, et qui va mettre 3 pions en arrivant, 3 pions sur ma cité. C'est très très fort. Et au passage, sachez que j'ai gagné une game avec son effet. Ça, c'est la mienne. Avec son effet.
Contre toi, Strogat, c'était ça? C'était contre moi, tout à fait. Voilà. En fait, tu as calculé, je sais pas comment tu as calculé ton coup, mais c'est au niveau du timing, tu es arrivé pile au moment où elle permettait d'avoir les 13 dégâts et ça a fait la game. Ah, c'est beau quand même. Ah, c'était beau. Voilà, mais donc voilà, je vois pas pourquoi je m'en priverais. Ça, avec la beauté diabolique, ça me fait un tuto, une carte en polyvalence en plus à aller chercher des fossés pour faire un effet. Voilà, je vois pas pourquoi je ne la mettrais pas foire. Merci à tous de nous avoir suivis. Et merci à QT d'avoir été avec nous ce soir. De rien. On revient très vite avec de nouveaux épisodes. Et que Lokmar triomphe.